Alors bonjour à tous. Eh bien voilà, ça se termine. C'est la dernière ronde, la dernière partie de ce festival international d'échecs de la Plagne. Alors j'ai été heureux de suivre cette aventure avec vous. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus parce qu'il y a eu des parties très instructives. Des parties sur du jeu stratégique, notamment avec du jeu de couleurs, des rocs opposés, mais également la fameuse dent du dragon. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'espère que vous en avez pris aussi beaucoup avec moi, à suivre ce tournoi. Un tournoi organisé de manière très conviviale. À la fois, il y avait beaucoup d'excellence, beaucoup de maîtres, de grands maîtres, beaucoup de participants, mais également dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Alors, on peut remercier les organisateurs de ce tournoi. Je remercie également Hilal pour toutes les parties qu'il m'a fait la gentillesse de m'envoyer le soir. Le contact avec qui je discute le plus, Samir Debiche. Un petit salut à son fils Amir. Et j'en profite pour vous dire que il va y avoir, suite à ce succès du tournoi de la Plagne, c'est la 3e édition à succès, il va y avoir un nouveau tournoi, organisé cette fois-ci par Annemasse, et ce sera du 21 au 27 octobre. Un tournoi avec 22 000 € de prix. Ça va attirer de nombreux maîtres et grands maîtres, d'ailleurs. Et il y a 378 places dans ce tournoi, mais il y a également un tournoi de blitz, un tournoi d'entreprise, des simultanés, beaucoup de festivités et d'animations autour du jeu d'échecs. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, d'autant que l'inscription vous donne droit à un tarif préférentiel au niveau des logements. Voilà, mais j'aurai l'occasion certainement de vous en reparler. Alors pour la partie du jour, la dernière partie de ce tournoi, on va voir le classement final après cette partie, on verra le podium des vainqueurs. Mais pour cette dernière partie, j'ai envie de suivre une partie jouée par notre grand maître national, Marc-Andrea Morezzi. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le présenter, le plus jeune grand maître français de tous les temps. Il est opposé au grand maître bulgare Enchev. Alors Marc-Andrea a les blancs et il joue E4, il ouvre avec E4. Le pion roi. E5, la réponse symétrique. Cavalier F3, on attaque le pion central et d'habitude les noirs défendent. Ils défendent avec cavalier C6. Mais là, on assiste à cavalier F6, qu'on appelle la défense russe, ou la défense Petrov, parce que c'est Petrov, un joueur russe qui avait popularisé cette défense, et qui consiste d'ailleurs à une contre-attaque sur le pion en E4. Alors Marc-Andrea prend en E5, D6 chasse le cavalier qui recule, et cavalier prend E4. Et là, habituellement, on assiste au coup D4, c'est le coup principal. Le pion vient au centre par D4, et après le fou vient en D3, attaquer le cavalier en E4. Mais là, Marc-Andrea Morezzi a envie de pêcher en eau trouble, de surprendre un peu, d'être dans une variante secondaire, et il va jouer C4. Alors les noirs répondent par cavalier C6, et D3 qui repousse le cavalier, suivi de D4. Fou E7, et D5. 8 coups joués dans cette partie, et 3 du pion D, c'est assez rare. D3, D4, D5. Cavalier vient en E5, et là, Marc-Andrea Morezzi n'échange pas, il joue cavalier D4. Et dans ma base de pratiquement 10 millions de parties, dans ma base de données qui regroupe à peu près 10 millions de parties, je n'ai que 4 parties seulement sur cette position. Alors qu'on n'est même pas au 10e coup de la partie, c'est en réalité pratiquement des nouveautés. On est dans... Alors ça a été joué quand même. Cette position a été jouée par Firouzja contre Nepomniachtchi. Donc elle a été jouée 4 fois, mais dont cette partie entre 2 très forts joueurs. Et d'ailleurs, Nepomniachtchi avait continué par petit roc, mais pas là. Enchev, le bulgare, il joue C5. Il attaque le cavalier qui recule en C2. Fou G4 attaque la dame, donc fou 2, et les noirs jouent H5, en se disant que sur fou prend, pion prend, eh bien le pion, vous voyez, c'est pas ce qui s'est produit dans la partie, mais dans ce cas-là, ça ouvre la colonne H, et le pion G4 va parasiter l'aile roi des blancs. C'est pourquoi Marc-Andrea garde la pose et fait petit roc. Mais le joueur bulgare est d'humeur belliqueuse et il envoie le pion H. H4. Alors, certainement pour jouer H3 d'ailleurs, pour taper le roc blanc. Cette fois-ci, Marc-Andrea échange, fou prend, cavalier prend et repousse le cavalier avec H3, qui fixe d'ailleurs le pion d'H4. Le cavalier revient en E5, attaque le pion C4, cavalier E3 on défend, mais le cavalier ne fait pas que défendre, il lorgne sur la case F5.
C'est pourquoi les noirs jouent dame D7. Ils contrôlent cette case, cavalier D2. Cavalier H5, certainement que les noirs cherchent à jouer cavalier F4. Cavalier F3. Beaucoup de coups de cavalier d'ailleurs dans cette ouverture. Et là, les noirs jouent G6. Bon, alors ici, tour E1. La tour jouée passe, mais sur la colonne ouverte, donc pourquoi pas. Les noirs font petit roc. Et là, Marc-André Amorizzi va modifier la structure de pion. Il fait cavalier prend cavalier. Et donc après, cavalier prend, pion prend. Qu'est-ce qu'on peut observer dans cette modification de structure de pion? Eh bien, l'apparition d'un pion passé protégé, puisque le départ du pion D6 fait que ce pion devient un pion passé. Bon, pour l'instant, on ne voit pas comment il pourrait vraiment évoluer, parce que les noirs gardent bien sous contrôle la case D6. Et cet échange a octroyé aux noirs une majorité de 4 pions contre 3 pour jouer à l'aile roi. Mais le trait est à Marc-André Amorizzi qui va jouer cavalier G4. Ça, c'est un coup important, ça double les attaques sur le pion E5, donc ça force F6, et finalement la majorité de pions des noirs à l'aile roi, leurs 4 pions contre 3, sur le front droit de l'échiquier, va avoir du mal à s'exprimer. Parce que ça sera difficile pour les noirs de réaliser la poussée E4, parce que le pion serait pris, ou la poussée F5, parce que le pion E5 serait pris. Donc difficile pour les noirs d'animer leur majorité. Et puis, il y a un relâchement un peu des défenses de la couverture de pion du roi noir, et ça, Marc-Andrea va très bien l'exploiter. Vous voyez, il joue dame D3, il attaque G6. Donc encore une fois, sur F5, on prend E5. Donc roi H7, dame D2, il cherche à s'infiltrer en H6, le cavalier vient jouer F4, dame C2, on menace fou prend cavalier, donc le cavalier repart en H5, dame D2, on remenace de rentrer en H6, donc cavalier F4. En fait, c'est une proposition tacite de match nul. Si on répète encore une troisième fois les mêmes coups, ça force le match nul. Vous savez, 3 fois la même position dans une partie d'échecs, c'est match nul. C'est pourquoi Marc-André Amorizzi va changer ses coups. Il joue roi H2. C'est pour préparer la poussée G3, parce que s'il jouait G3 immédiatement, il y aurait eu cavalier prend H3 échec. Donc l'idée, c'est de jouer G3, et sur pion prend, reprendre, chasser le cavalier, pour après que la dame s'infiltre en H6. Alors les noirs jouent G5, ils essayent d'obturer la diagonale noire, mais ce faisant, ils ouvrent la diagonale blanche. Dame C2, échec. Alors c'est pareil, sur F5, il y a toujours les prises en E5, donc le cavalier recule en G6. Et ça, c'est une faute. Une faute tactique décisive. En réalité, il fallait jouer roi G7. Alors, certainement que le joueur bulgare n'a pas voulu jouer roi G7 parce que il ne voulait pas s'exposer à fou prend cavalier. C'est vrai que si le pion E reprend, ça laisserait la tour rentrer en E6, s'implanter dans le camp noir. Mais il était possible peut-être de reprendre du pion G. C'est vrai que le fou est mauvais, que la structure de pion est meilleure pour les blancs, mais il faut encore combattre. Mais revenons à la position. Je vous ai dit que cavalier G6 avait été joué. Et ça, c'est une faute tactique. Il y a une combinaison ici. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour chercher la séquence tactique, la séquence gagnante. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Dans les séquences tactiques combinatoires, il faut calculer selon l'ordre de coups échec, prise, menace, pour être sûr que rien ne nous échappe. C'est l'algorithme de réflexion, l'algorithme de calcul. Échec, prise, menace. Alors, qu'est-ce qu'on a sur échec? Enfin, on va calculer les échecs et les prises sur échec, avant de calculer les simples prises et les menaces. Alors, on a dame prend cavalier, échec. Ça paraît stupide. En réalité, cela ne l'est pas tant que cela. Et on va se rendre compte que même si ce coup n'est pas joué immédiatement, il sera joué après. Parce que l'idée de dame prend cavalier, finalement, c'est d'attirer le roi sur une case blanche en position géométrique de fourchette avec la dame. Vous voyez, s'il n'y avait pas le pion F6, on pourrait faire cavalier prend E5, fourchette royale, attaque roi, attaque dame, et on récupère tout. On pourrait d'ailleurs se dire, après tour prend, si les noirs reprennent, on fait la fourchette royale. Mais le problème, c'est que les noirs ne reprennent pas. Donc, dame prend cavalier, ça ne marche pas. Pas immédiatement. Qu'est-ce qu'on a comme autre prise sur échec? On a cavalier prend F6, mais après fou prend, finalement, on a donné le cavalier pour rien, il n'y a pas de suite. Donc, si les prises sur échec ou les échecs ne marchent pas, on va s'intéresser aux prises.
Et finalement, la prise gagnante, c'est celle-ci. Fou prend G5. Et fou prend G5 a surpris le grand maître bulgare. Et il se rend compte maintenant qu'il ne peut pas prendre le fou, et on va voir dans la partie qu'il a joué E4. Mais s'il prend le fou, que se serait-il passé? Eh bien maintenant, dame prend cavalier, échec, marche. Dame prend, roi prend, et cavalier prend E5, fourchette, roi, dame. Donc le roi doit bouger, quelque part, on récupère la dame, et on a 2 pions d'avance. Le pion D, le pion F. En plus, on attaque le fou, et en plus, on attaque la tour. Donc les noirs, bon, ils peuvent s'en sortir et sauver leur pièce, mais il demeurera un retard matériel avec moins de pions dans cette finale. Et ça, aux mains d'un grand maître, si on a des pions d'avance sans compensation, c'est sans espoir. Donc, ce coup fou prend G5 est excellent. Ça gagne du matériel. Alors, Enchev, le bulgare, il joue E4. Pourquoi file-t-il ainsi son pion? C'est ce qu'on va découvrir. Parce que là, on peut prendre de la dame ou de la tour, mais en réalité, il faut prendre de la tour, pas de la dame. Si on prend de la dame, on va tomber dans le piège de Enchev. Parce que pourquoi il a filé son pion en avançant le pion en E5, en E4? C'est pour donner l'échec du fou en D6. Fou échec. Alors le roi peut s'en aller, mais maintenant on peut prendre le fou. Et la stratégie du sacrifice de dame suivi de la fourchette ne marchera pas, parce qu'après dame prend, roi prend, le cavalier, s'il vient en E5, il sera éliminé par le fou. Donc, ce coup E4, il ne faut pas prendre avec la dame. En réalité, le bon coup, c'est de reprendre avec la tour. Alors, vous allez me dire, oui, mais les noirs prennent le fou. C'est vrai, mais en réalité, les noirs, ils ont un fou de plus et 2 pions de moins. Seulement, leur pièce en plus, ils ne peuvent pas la conserver. Parce que les blancs vont jouer tour E6, ils s'implantent en E6 sous protection du pion D5, avec cette double attaque sur G6, un cavalier qui est cloué, il y a le roi derrière. Donc, la seule façon de défendre ce cavalier, ça va être quoi? Ça va être de jouer un coup comme dame E8 ou tour G8, mais si on joue dame E8, on se prend tour E1, on menace tour prend fou parce que le cavalier participe pas à la défense, ne l'oublions pas, il est cloué. En plus, là, maintenant, on a un vis-à-vis, un clouage du fou, on menace D6. Donc, il y a trop de problèmes pour les noirs. Ils vont reperdre la pièce qu'ils ont d'avance et ils resteront avec 2 pions de moins. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste tour G8, mais tour E1 quand même. Ça, c'est pénible. Si le fou vient faire échec, le roi s'en va, et maintenant, il faudra gérer les cavaliers F6 qui vont arriver en plus, avec des sacrées fourchettes. Et si les noirs jouent tour E8, eh bien, maintenant, il y a la séquence gagnante, avec une nouvelle fourchette royale. Tour prend fou. Si dame prend, eh bien, évidemment, on reprend de la tour, et on a gagné la dame. Et si tour prend, on peut faire notre fameuse fourchette ici royale. Et même si le roi bouge quelque part, par exemple, roi G7, on prend la dame, et même s'ils nous prennent la tour, en se disant, bah, les noirs, ils ont 2 tours contre une dame, le problème, c'est que les blancs ont 2 pions de plus, hein, toujours le pion D5 et le pion F2, et le roi noir n'a pas un bon abri. Donc cette position va être gagnante pour les blancs. En plus, les blancs peuvent très bien s'emparer du pion en C5 ici. Ah non, mais on a même dame C3 échec. Regardez, dame C3 échec fourchette qui gagne encore la tour. Donc c'est une catastrophe pour les noirs. Alors peut-être que le roi ne devait pas venir en G7, mais s'il vient en H6, on peut même faire cavalier prend G8 échec. Ça me paraît aussi très bien. On pourrait aussi prendre la dame quand même. Si le roi vient en H8, bah, pareil, on aurait cavalier prend et sur tour prend, on aurait à nouveau cette fourchette ici qui gagne. Donc il y a des fourchettes partout en fait. C'est intenable pour les noirs. Et bien maintenant, découvrons les classements. Dans le tournoi des maîtres, à l'issue de cette 9e ronde, 4 joueurs à 7 points. Joseph Girel, dont on a vu de très belles parties. L'Indien Aryan Chopra. On avait vu une partie très stratégique hein, sur le jeu de couleurs. Marc-Andrea Morezzi, donc on a vu 3 parties de lui. Alors, il y avait une partie sur la dent du dragon, une partie sur les rocs opposés. Et là, on vient de voir cette nouvelle victoire de Marc-Andrea Morezzi. Et un autre joueur indien, Surya Shekhar Ganguly. Mais c'est le maître, Joseph Girel, qui l'emporte. Il l'emporte pourquoi? Ils ont tous 7 points, mais au départage, il est devant. D'un demi-point d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est que ce départage? Vous voyez, TR, là, c'est le premier départage utilisé. C'est la somme des points cumulés de tous les adversaires, c'est-à-dire tous les points qu'ont pu gagner les adversaires, en retirant l'adversaire le plus faible.
Voilà, donc sur les 8 adversaires qu'ils ont pu rencontrer, on retire celui qui est le plus faible et on additionne les points des 7 meilleurs. Et comme ça nous donne une indication de qui a rencontré finalement les plus forts adversaires. Et on s'aperçoit que les adversaires de Joseph Girel ont marqué 44 points et demi, alors que ceux de Ariane Chopra ont marqué 44 points. Et après ça chute, Marc-André Norzi et Ganguly, 42,5 et 38,5. Donc le tournoi le plus difficile a été celui de Joseph Girel, c'est pour ça qu'il emporte. Félicitations à lui et au club de Marseille Échec. Et on va voir que Marseille Échec n'a pas gagné que le tournoi des maîtres. Mais déjà, intéressons-nous maintenant au tournoi de l'accession. Dans le tournoi de l'accession, c'est Samuel Détraz, du bassin annemassien, qui finit premier, 7 points et demi, avec 4 poursuivants. Nils Martin, Lubin Pitaval, Gaëtan Perret-Gentil et Félix Born. Donc félicitations à Samuel Détraz, qui était au coude à coude avec Nils Martin pendant pas mal de rondes. Et donc dans le tournoi amateur, c'est Marseille Échec encore. Samuel Hurtado qui finit à 9 points, seul en tête, suivi d'un seul deuxième, Gustave Dumas de l'Échiquier des Hauts-de-Vosges, et 3 joueurs à 7 points, Maxime Lacroix, Johan Chusville et Mathieu Bourseau. Donc félicitations à tous ces joueurs. Dans chacun de ces tournois, il y avait une centaine de joueurs, plus d'une centaine de joueurs dans chacun de ces tournois. Donc j'espère qu'ils ont pris du plaisir, qu'ils se sont oxygénés là-bas à la montagne. Et pour nous, c'est la fin. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On va se retrouver bien sûr pour de nouvelles aventures. Merci de votre suivi, de votre confiance. Voilà. Au revoir.